Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est le maire de la Garenne-Colombes, il est le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, il est le soutien de la candidate LR Valérie Pécresse. Philippe Juvin est l'invité spécial du Grand JT aujourd'hui. Protocole sanitaire à l'école, niveau des élèves, situation sanitaire en général. On lui posera toutes les questions dans un instant. Deuxième partie d'émission s'intéressera à la méthode des alphas pour apprendre à lire. L'éditrice de ces méthodes sera avec nous pour tout nous expliquer. Et puis cette semaine, Norbert Tarrer est l'invité de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Ce sera à découvrir dans un instant. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Ça va, Mickaël? Très bien. Merci Virginie. Alors ce mardi, avait lieu dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne une conférence ministérielle consacrée à l'investissement dans l'éducation. Oui, conférence durant laquelle Jean-Michel Blanquer a encouragé les ministres européens de l'éducation à renforcer leur coopération dans ce domaine, une question qu'il juge fondamentale en Europe et dans le monde pour combattre les inégalités. Investir en éducation, c'est d'abord avoir un engagement de nous tous, stimulé par l'Union européenne pour investir plus dans nos budgets éducatifs. Et c'est aussi avoir plus de clairvoyance, plus de lucidité, plus d'objectivité dans ce qui marche, ce que ces investissements permettent de moderniser pour le bien de nos enfants. Et c'est donc des conclusions très concrètes qui sont arrivées ce matin. Alors que la question des maths est au cœur de l'actualité, on a fait une émission spéciale là-dessus hier, un candidat à la présidentielle propose de mettre au programme l'apprentissage de la programmation informatique. Et ce candidat, c'est Éric Zemmour. Son idée, répondre à une demande croissante d'emploi dans le numérique. Et pour ça, il souhaite donner une place de choix à l'apprentissage du code et des langages informatiques dès le secondaire, une proposition tout de même surprenante. Le mois dernier, le candidat avait sur le plateau de l'émission Les 4 vérités sur France 2 totalement rejeté cette idée. Dans l'actualité également, la FCPE, satisfaite de l'allègement du protocole sanitaire, réclame un accompagnement pour les enfants. Car selon Najat Bellassène, coprésidente de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, les enfants vont mal. Elle appelle le ministre à passer à la phase de réparation et souhaite qu'un accompagnement psychologique soit proposé aux élèves. Les parents demandent également le recrutement d'infirmières et de psychologues scolaires supplémentaires. Mickaël, cette année, on fête les 35 ans d'Erasmus, le programme d'échange européen qui, depuis le Brexit, a dû évidemment se réorganiser. Créé en 1987, ce programme rendu connu notamment grâce au film L'Auberge espagnole, vous l'avez vu ? Bien sûr. Programme réservé au départ à l'enseignement supérieur, mais depuis 2004, il s'est élargi à l'ensemble de l'enseignement scolaire ainsi qu'à la formation professionnelle. Interrogée ce mercredi sur Sud Radio, Laure Coudrello, la directrice de l'agence Erasmus+ en France, a raconté comment le Brexit avait changé la donne. Le Royaume-Uni a un autre statut. Il était membre du groupe Erasmus+. Aujourd'hui, il est considéré comme un autre pays avec lequel il peut y avoir des relations, mais ça a changé la donne, évidemment. Il y a beaucoup de redéploiement avec le retrait du Royaume-Uni vers les formations en anglais que pratiquent les pays du nord de l'Europe. Et on termine avec une très belle initiative dans le département 78. Des élèves de maternelle imaginent leur futur cours de récréation. Et les idées fusent à Manille-les-Hameaux. Les élèves de 2 classes de moyenne et grande section de l'école Jean-Baptiste Corot ont échangé la semaine dernière avec des paysagistes concepteurs. Les enfants ont participé à plusieurs ateliers créatifs dans le but d'imaginer et dessiner ce qui deviendra leur futur cours d'école. Et après l'avis des enfants, celui des parents qui seront également consultés le 8 mars prochain. Je trouve ça génial, moi. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces infos. Je vous le disais dans le sommaire, Philippe Juvet est l'invité exceptionnel du Grand JT de l'éducation. On est ravis, on a 1000 questions à lui poser, c'est tout de suite. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Merci 1000 fois d'être avec nous. Nous sommes extrêmement touchés de votre présence ici sur School TV. Vous êtes maire de la Garenne-Colombes, vous êtes médecin, vous êtes chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, vous êtes soutien de Valérie Pécresse, candidate donc les Républicains à l'élection présidentielle. Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'allègement des restrictions sanitaires. Il y a une réouverture des boîtes de nuit. On peut aussi à nouveau consommer dans les stades, dans les cinémas, dans les transports. On peut enfin reprendre un petit café au comptoir. Somme toute assez agréable sur l'idée, mais est-ce que
le gouvernement a-t-il eu raison de lâcher du lest? Non, mais de toute façon, on est tous très fatigués des mesures de coercition. Donc c'est une bonne chose, je crois, pour la population de lâcher du lest. La question est de savoir si, par exemple, un certain nombre de mesures qu'on va lâcher aujourd'hui étaient logiques. C'est vrai, quand on a prescrit le masque à l'extérieur, d'ailleurs à l'école comme ailleurs, ce n'était pas nécessaire, en fait. Depuis le début, vous pensez que ce n'était pas nécessaire? Alors, on ne le savait pas au début. Au début, il était logique au début de prescrire le masque à l'extérieur. D'ailleurs, c'était malheureusement au moment où on n'en avait pas, mais enfin bon. On n'a jamais montré l'existence, à ma connaissance, de clusters qui seraient survenus par un contact extérieur. Évidemment, j'exclus la situation où vous êtes serrés comme des patates dans une file d'attente ou dans une zone où il y a beaucoup de monde, au marché par exemple. Mais sinon, dans un extérieur normal, avec de l'air brassé, me semble-t-il, ce n'était pas nécessaire. Et donc, ça n'avait pas de sens. Selon vous, le gouvernement a essayé finalement d'amener des mesures pour pouvoir faire un effet choc, un effet d'annonce? Oui, il est sûr qu'un certain nombre de mesures ont été prises parce qu'il fallait annoncer quelque chose, une sorte de moyen contraphobique. Et donc, je crois d'ailleurs que c'est une des leçons que nous devons apprendre de la crise, c'est la valeur de la parole publique. La parole publique, il faut qu'elle soit prudente, il faut qu'elle ne soit pas moralisatrice, il faut qu'elle soit humble, qu'elle reconnaisse ses erreurs en disant là on a prescrit ça mais nous sommes trompés. C'est vrai que c'est quelque chose en France qu'on ne sait pas faire. Je me souviens du ministre hollandais, le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, en juillet, qui convoque une conférence de presse et qui dit aux journalistes, voilà, je vous ai convoqué parce que je voulais m'excuser des propos que j'ai pu tenir il y a 3 semaines, je me suis trompé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions en France. Pourquoi ? Parce que quand la parole publique est humble et reconnaît ses erreurs et ne demande pas à faire des choses inutiles comme le masque à l'extérieur, eh bien elle est crédible. C'est compliqué dans une situation telle que l'on vit depuis 2 ans, une situation sanitaire aussi dramatique, d'imaginer effectivement, bien sûr de reconnaître ses erreurs, mais ça a été tellement compliqué pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour les parents, pour les professeurs, pour les infirmiers, pour tout le monde hospitalier que vous représentez aussi aujourd'hui, pour le monde politique bien entendu, que vous représentez aussi pour prendre des décisions. Mais dans ce tel marasme, on a peut-être besoin aussi d'être rassuré par ceux qui nous gouvernent, non ? Oui, mais absolument. Mais la réassurance est d'autant plus facile qu'on croit à la parole publique. Je raconte toujours cette anecdote qui date d'avril 2020, au pire moment. Vous vous souvenez, on manquait de tout, de masques, de tests, on manquait de tout. Et au même moment, à Séoul, il y avait un taux de mortalité très faible. Et donc, on demande à la maire de Séoul, enfin la maire d'un des quartiers de Séoul, pourquoi chez vous, il n'y a pas de mortalité, ou pourquoi est-elle faible ? Est-ce que c'est parce que vous avez plus de lits de réanimation, plus de masques, etc., etc. Et elle répond pas du tout. Vous n'avez pas compris. Ce qui nous différencie de vous, en parlant aux Occidentaux, c'est la confiance. C'est-à-dire que nos gouvernés ont confiance en la parole publique des gouvernants. Et à partir de là, quand vous avez confiance, eh bien, vous acceptez les mesures, vous les respectez et vous avez une adhésion de la population. Et je pense que c'est probablement, encore une fois, une des leçons principales de la crise. La crise a d'abord été une crise de confiance. Mais alors justement, pour restaurer cette confiance, restaurer ce dialogue entre les Français et le gouvernement, entre tous ceux qui sont là, qui proposent des solutions, que l'on soit maire d'un petit village, une petite commune ou qu'on soit à la tête de l'État, comment on fait justement ? Parce que les paroles ne suffisent pas, vous l'entendez, Philippe Juvin. Alors, vaste sujet, mais d'abord... On a peu de temps là-dessus, parce que j'ai beaucoup de questions. Vaste sujet. Premièrement, la parole publique, je l'ai dit, doit être humble et se baser sur des faits scientifiques. Quand on vous dit, vous n'avez pas le droit de prendre un café debout, ou assis, ou le contraire, je ne sais pas tellement, c'était incroyable cette histoire, ça ne repose sur rien. Donc il ne faut pas prendre de mesures qui ne sont pas sous-tendues par la science. Mais attendez, si ça ne repose sur rien, pourquoi on a pris cette décision ? J'aimerais bien le savoir. Parce que... Mais vous avez posé la question, j'imagine. Oui, mais enfin, vous avez... Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? On ne vous répond pas. En fait, on sourit ? Non, mais on ne peut pas répondre à une telle question, puisque... Pourquoi un café assis, un café debout, non ? C'était absurde. C'était absurde. Deuxièmement, il y a une question fondamentale qui rejoint la question d'éducation, c'est la place des sciences dans notre système. Et on va en parler, justement. Oui, les Français sont mal formés aux sciences, les dirigeants sont mal formés aux sciences. Moi, je suis frappé de la disparition des sciences de l'espace public et de l'espace des dirigeants. On a des dirigeants qui ont plutôt une culture ou littéraire ou administrative, un peu commerciale, depuis Emmanuel Macron, avec des HEC, etc. Mais on a peu de scientifiques. Or, la science, ça sert à quoi ? Ça sert d'abord à avoir une analyse de faits scientifiques, mais ça sert aussi à avoir une certaine démarche. Gaston Bachelard, le philosophe, disait « La science, ça sert d'abord à penser contre son propre cerveau ».
c'est-à-dire avoir un esprit critique. Et cet esprit scientifique a disparu, je crois, de nos élites. Et c'est aussi une des leçons. Vous savez que seulement 25% des polytechniciens, qui étaient traditionnellement les scientifiques qui éclairaient l'État, seulement 25% des élèves de l'école polytechnique vont finalement servir l'État. Les autres quittent l'État. On a fait une émission spéciale hier dessus, sur les maths justement à l'école. Et comme vous avez vu, les chiffres sont sortis récemment. Ils sont catastrophiques. Catastrophiques. Oui. La France se passe dernière dans les pays européens au niveau du classement. Le niveau scolaire est dramatique. Et ça s'est aggravé depuis 2 ans. Pardon, je veux dire, je ne sais pas que je fais de la politique, mais c'est une réalité. Ça s'est aggravé depuis 2 ans. Et les premières victimes de ça, ce sont les femmes et les filles. Exactement. Parce que grosse inégalité. La grosse inégalité. Et derrière, quand vous n'êtes pas bon en mathématiques, quand vous ne faites pas les filières scientifiques, vous n'avez pas de carrière d'ingénieur, par exemple. Et alors qu'il y avait déjà une inégalité homme-femme dans les écoles d'ingénieurs, là, elle va se creuser encore plus. Je pense que la réforme du baccalauréat, qui n'a pas été une bonne réforme, je pense que là, c'est vraiment un vrai échec. Il faudra revenir dessus et est responsable d'une grande partie de ça. Bon, on va en parler dans quelques secondes. Mais donc, il va falloir parler formation. On va en parler dans quelques secondes parce que je voudrais juste finir sur le point de la situation sanitaire. Je suis quand même avec un médecin et chef des urgences, je le rappelle, de l'hôpital Centre Pompidou à Paris. Donc, ce n'est pas rien. Vous connaissez par cœur ce sujet-là. Vous êtes aussi maire de la Garenne-Colombes. Donc, vous avez le retour de vous administrer en permanence des parents, des élèves. Gabriel Attal a dit, il y a peu de temps, l'éclaircie semble enfin se dessiner. Est-ce qu'on peut se réjouir ou pas? Est-ce qu'on se dit qu'il y a eu Delta, il y a eu Omicron et qu'il n'y en aura pas d'autres? Est-ce qu'on peut respirer? C'est quoi? Écoutez, Gabriel Attal est très sympathique, mais ça fait 2 ans que tous les 15 jours, il nous dit ça va aller mieux. Et évidemment, vous savez, quand il y a un orage, il y a toujours le beau temps après. Donc dire après l'orage, le beau temps, c'est une vérité de la palisse. D'accord, mais combien de temps de l'orage? Mais je ne sais pas. En fait, personne ne sait. On peut espérer que le plus longtemps possible. Mais qui peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y aura pas un nouveau variant personne ne sait. Bon, il fait des annonces de type campagne élection, parce que pour une présidentielle, il vaut mieux que les choses aillent mieux. Donc Attal est dans son rôle, non pas de porte-parole du gouvernement, là, mais de porte-parole d'un candidat. Je ne lui reproche pas, mais il faut le savoir. Ce sera à peu près pareil pour tous les candidats. Je ne veux pas faire de... Non, pardon. Je vous dis, vous savez, ça fait 2 ans que j'essaye de dire la vérité, de ne pas trop me tromper, d'être prudent. Voilà, j'aimerais aussi vous dire, tout va bien, ça va, etc. Je vous dis qu'aujourd'hui, il faut être prudent, on ne sait pas. C'est normal de lâcher du lest, parce qu'effectivement, ça va mieux. Mais personne de sérieux ne peut vous dire c'est la fin de l'épidémie. Personne de sérieux. On ne pourra dire au fond que c'est la fin de l'épidémie que quand on aura passé une saison complète, sans cas, ce qui n'est pas encore le cas. J'ajoute qu'il y a un deuxième sujet dont personne ne parle, outre le fait qu'il y a encore un mort toutes les 6 ou 7 minutes en France du Covid. Vous avez annoncé, effectivement, attention. Il y a 5 minutes tous les 15 jours, maintenant c'est 6 ou 7. Oui, mais attention, ce n'est pas rien. On a l'impression que tout ça, voilà, je connais des gens qui meurent encore aujourd'hui, donc arrêtons de dire que tout va bien, parce que ce n'est pas vrai. Et nos réanimations sont encore remplies de patients Covid qui empêchent l'hospitalisation de patients non Covid. Et donc, je voulais y venir, il y a un sujet qui est passé sous silence et qui est fondamental, c'est qu'on va avoir pendant probablement une dizaine d'années une surmortalité, une surmorbidité d'un certain nombre de pathologies qui ont mal été traitées depuis 2 ans, parce que pas dépistées, pas diagnostiquées, qui évoluent à bas bruit, et qu'on va voir nous arriver en plein dans la figure, avec une surmortalité de certains cancers, de certaines maladies du cœur, on l'a déjà vu d'ailleurs, et de certaines maladies mentales. Donc l'épidémie, c'est le Covid, mais c'est aussi toute la désorganisation d'un système qui est inadapté, qui est trop petit, qui fait qu'on a des gens qui sont malheureusement dans la nature et qui sont maltraités. C'est un sujet au moins aussi important, et là, personne n'en parle. Et avec un déficit du nombre... sauf nous. Oui, sauf vous. Avec un déficit du nombre d'infirmières, du nombre de personnels hospitaliers de manière générale. Bien sûr, avec 20% de lits probablement fermés aujourd'hui en France, par défaut d'infirmiers ou d'aides-soignantes et même de médecins, parce que les gens sont fatigués, usés, et ce n'est pas le Ségur qui a amélioré les choses. Et donc, que les gens qui nous écoutent sachent qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'opérer tous les patients qui devraient être opérés. Je ne parle pas des patients Covid, je parle des autres, tout simplement parce qu'on n'a pas de lit. Qui ont des maladies très graves, longues, qui doivent être opérées depuis longtemps. Ou pire, des gens qui ont des troubles, par exemple, qui ont un peu mal au ventre, eh bien, ils n'ont peut-être pas la fibroscopie de l'estomac
qu'ils devraient avoir, et peut-être que dans 3, 4, 6 mois, quand on fera les fibroscopies, on découvrira une maladie qui aura évolué et qui évidemment sera plus difficile à guérir. Bien sûr. C'est ça le sujet. Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation, a annoncé un allègement du protocole sanitaire à la rentrée, pour à la rentrée des vacances de février, justement à l'école. Vous êtes sceptique de cet allègement? Donc le port du masque, on en parlait tout à l'heure. Oui, alors d'abord, il a raison de dire que le masque à l'extérieur, il ne faut plus le porter, mais enfin, il aurait dû déjà considérer qu'il ne fallait pas le porter, parce que c'est absurde. On sait maintenant depuis quelques mois que c'est absurde, donc j'avoue que je n'ai pas compris cette mesure. L'allègement du masque en intérieur pour les activités sportives, c'est une très bonne chose. Je crois qu'il faut le faire. De toute façon, il faut bien que la société revive. Je regrette peut-être une chose, c'est qu'il n'y a pas eu en fait réellement une politique très organisée de tests, d'autotests. Les Britanniques, dès le 1er mars dernier, donc il y a un an, ont mis à la disposition de tous les collégiens et les lycéens 2 autotests qu'ils faisaient chez eux tranquillement. Nous, on ne l'a pas fait, ou très tardivement. Et il y a la question de l'aération. Alors attendez, je repars sur les masques. Premièrement, les masques, ça a été beaucoup critiqué aussi par tout le personnel enseignant pour les plus petits, mais même les plus grands, mais surtout au primaire, pour le langage. Avec un masque, on ne voit pas l'articulation, la prononciation, et donc on peut imaginer des retards de langage, ou d'apprentissage, du moins, pour la suite. On peut l'imaginer. Mais là aussi, la rigueur scientifique me fait dire qu'il y a des spécialistes, les orthophonistes par exemple, le disent, mais sans niveau de preuve. C'est un sentiment qu'ils ont, c'est une opinion. Oui, sauf qu'ils l'ont tous. C'est une opinion, c'est pas un fait. Tout à fait. Vous savez, en science, il y a des gens qui vous diront que l'hydroxychloroquine est un bon médicament, sauf que vous n'arrivez pas à le prouver. Oui. Donc il ne faut pas la donner. Donc attention, moi je pense qu'il faut avoir de la rigueur scientifique. Mais est-ce que c'est pas important aussi de tirer des signaux d'alerte tout le temps, en se disant peut-être qu'il faut effectivement faire attention aux masques? Il faut faire des hypothèses, mais après il faut les vérifier. Aujourd'hui, moi je ne connais pas de papier scientifique de bonne qualité, avec une bonne méthodologie qui prouve que l'utilisation des masques chez l'enfant fait que les enfants ne savent pas parler. Pardon, mais il y a des enfants aveugles à qui on apprend à parler. Bien sûr. Pourtant, ils ne voient pas vos lèvres. Bien sûr. Donc, attention à ne pas faire de la généralisation. Mais peut-être aussi le son, je parle du son avec le masque aussi, qui est un peu déformé, un peu difforme. Peut-être, voilà. Peut-être, mais on en tout cas, le collectif national des orthophonistes a tiré la sonnette d'alarme. Pardon, oui, il a tiré la sonnette d'alarme sans preuve scientifique. Ils ont dit, on pense... J'ai entendu. Et je veux vraiment que les gens, les parents qui m'écoutent, comprennent qu'il faut faire la différence entre la science et le café du commerce. Bien sûr. Au café du commerce, parfois, il y a des bonnes idées. Mais parfois, ça reste le café du commerce. Les tests, on en parlait il y a 2 secondes. Les tests, effectivement, on l'a vu, l'enfer des tests. Vous avez eu des remontées forcément au sein de votre mairie. Les parents devenaient fous, je peux employer le terme, à J0, J2, J4. Je suis moi-même maman de 2 enfants. C'était fou. C'était infernal. Maintenant, on va repasser tout d'un coup à un seul test. À J2. Alors J2, déjà, est-ce que c'est bien, pas bien? Ça veut dire quoi, J2? Je ne sais pas. Pour le scientifique que vous êtes, justement, le médecin que vous êtes? C'est vrai que sur l'Omicron, on peut penser que si à J2 vous êtes négatif en test antigénique, c'est que probablement vous ne l'avez pas attrapé. Voilà, probablement. Donc là, on se référait justement aux sciences, on n'est que dans le probable. Non, il y a quelques arguments un peu théoriques pour le penser. Je pense que ça se défend au plan scientifique. Attestation sur l'honneur, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on l'a bien vu, c'était impossible à faire. Beaucoup de fausses, et puis même si ce n'est pas faux, des tests mal faits. Et bien entendu, l'attestation sur l'honneur, combien de fois j'ai eu des parents qui m'ont avoué que c'était tellement dingue, cette politique de test à la pharmacie. On attendait dans le froid avec l'enfant pendant 1 heure qui criait. Les parents qui m'ont dit nous on a fait une attestation, et puis voilà. C'est pour ça que j'ai toujours regretté, mais moi ça fait 1 an que je le dis. Vous en avez parlé avec Valérie Pécresse, par exemple? Mais bien entendu, j'en ai parlé. Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous? Parce que ce que je propose depuis 1 an, je suis très constant sur la chose, c'est de faire ce qu'ont fait les Britanniques. Les Britanniques, depuis le 1er mars, ont donné à tous les collégiens et les lycéens 2 autotests à domicile, qu'ils faisaient chez eux. Mais il faut savoir le faire, attendez. Oui, enfin, vous vous souvenez quand même que ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on nous a dit sur le masque, qu'on ne saurait pas le porter en mars 2020. C'est quand même pas la même chose. Non, bien sûr, mais du coup, les gens, ils sont quand même arrivés. Les autotests, il a bien été montré dans la littérature scientifique, les autotests, c'est un outil certes moins précis, mais quand il est massivement fait, en fait, il dégage des résultats positifs. Les enfants le faisaient chez eux, ils sont positifs, ils ne vont pas à l'école, ils sont négatifs, ils vont à l'école. 2 fois par semaine, systématiquement. Et ça, les Anglais font ça depuis 1 an. Plus l'aération, vous en parliez? Je crois que c'était une bonne chose. Oui, l'aération, qui est quand même fondamentale, puisqu'on sait qu'en fait, il y a certes les gouttelettes, mais il y a surtout les gouttelettes en suspension. Donc, il faut aérer les classes. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de recommandations techniques très précises données aux maires
en particulier qui gèrent les primaires et les maternelles. Vous savez que ce sont nous, les communes, qui gérons les bâtiments des primaires et des maternelles, pour savoir quel appareil d'aération acheter, quel appareil de mesure du CO2, du gaz carbonique qui est présent dans une salle et qui témoigne indirectement de l'aération de la salle, ait été fourni. Donc les maires ont été vraiment abandonnés, chacun devait se débrouiller. Et ça, c'est probablement le truc qui a beaucoup manqué dans la lutte contre l'épidémie dans l'école. Alors, je me suis adressée beaucoup aux médecins, à l'urgentiste, aussi l'homme qui s'est engagé civilement, qui s'est engagé pour la chose publique. Et je vous en félicite parce que je ne suis pas la seule à être touchée par cela. Non seulement vous êtes auprès de vos administrés, ça fait 20 ans, je crois, que vous êtes 21 ans, maire de la Garenne-Colombes. 20 ans. Oui, non, bientôt 21 ans, vous avez raison, c'est vrai. Le temps vous êtes même engagé auprès des soldats, je crois, en Afghanistan, c'est ça ? Je suis officier de réserve et j'ai été médecin militaire du bataillon français engagé contre les talibans en 2008. Donc votre parcours est incroyable, vous avez 1000 vies, vous êtes pris dans tous les sens. Pourquoi avoir accepté de venir parler aujourd'hui sur School TV, qui a à peine 3 semaines, qui était un tout petit bébé, mais dont on sait finalement que l'éducation est primordiale pour tous. Est-ce que c'est aussi ce qui vous a animé en venant ici ? Vous l'avez bien résumé, je crois qu'il n'y a pas de pays prospère qui ne se préoccupe pas de l'éducation, qui ne se préoccupe pas de la protection des gens et qui ne se préoccupe pas de la santé. Donc l'éducation, la protection et la santé, ce sont 3 missions qui sont intrinsèques, consubstantielles à mes activités, que ce soit de médecin ou de maire. En fait, vous savez, si vous saviez le nombre de gens qui viennent me voir à la mairie et qui me quittent de mon bureau de maire en disant « au revoir docteur », vous seriez... Et vous serrez la main encore en situation de Covid ? Avant, il le faisait, taquine. mais en disant « au revoir docteur ». Ouais. Donc c'est presque le même métier. Et moi, parfois... Vous allez soigner la France ? Souvent, on me dit « comment vous pouvez pas faire les deux, médecin ?» Mais en fait, je vous dis, moi, je revendique qu'il y ait plus d'hommes politiques qui aient gardé un métier. Et en plus, quand on a la chance de faire un métier du soin, comme je le fais, comme... les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, c'est une grande chance, vraiment c'est une grande chance. Eh bien, je pense qu'on a peut-être des choses à dire au monde politique. Et si j'ai pris la parole dans la primaire de la droite, pour porter une parole, c'est parce que je voulais qu'on sauve les services publics, dont le service de santé, parce que je voulais résoudre la question des déserts médicaux, parce que je n'en peux plus des inégalités, si vous voulez. Et les inégalités, c'est ce à quoi on s'attaque, à la fois quand on est maire et quand on est médecin. Alors, justement, on parlait des inégalités, beaucoup d'inégalités à l'école. Notamment, on parlait d'inégalités aussi, alors on parle des élèves, bien sûr, mais vous en avez parlé au tout début de notre conversation, de la formation des profs. Oui. En quoi c'est important de repenser ce problème de la formation des professeurs ? Eh bien, vous savez, il y a 15 à 20% des enfants qui entrent en 6e, qui ne maîtrisent pas correctement les mathématiques, le calcul. D'ailleurs, et la lecture. Oui, et la lecture. Mais, et vous avez vous-même rappelé ces classements mathématiques catastrophiques du système éducatif français. Donc, c'est pas normal. D'où ça vient ? Il y a sûrement beaucoup de causes, mais il y a une cause qui est quand même relevée en permanence par les observateurs, en particulier un rapport du Sénat, qui dit la chose suivante. C'est que les professeurs du primaire sont essentiellement issus de filières plutôt littéraires. Et donc, ne sont pas à l'aise avec le calcul. Mais pourquoi ils sont issus de filières littéraires ? Parce que le mode de formation des professeurs, aujourd'hui, l'universitarisation du mode de formation des professeurs des écoles, les anciens instituteurs, c'est qu'ils sont sélectionnés après qu'ils aient fait une première étape universitaire, qu'elle soit scientifique ou littéraire. Et la plupart viennent du monde littéraire. Et donc, comme la plupart viennent du monde littéraire, ils ne sont pas à l'aise avec les mathématiques. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur la formation des maîtres en mathématiques. Le rapport du Sénat dit même qu'un certain nombre de maîtres ne sont pas à l'aise avec les problèmes qu'ils posent, même à certains de leurs élèves en CM2. Ça fait des années que ça existe. On a reçu hier le président de l'APMEP, l'association des professeurs de maths dans l'université publique, dans l'institut public, pardon. Il nous a dit qu'en fait, ça fait des années que ça existe. Comment c'est possible qu'on ait pris ce sujet à bras-le-corps que maintenant ? Vous savez, ça fait des Certains années... en ont parlé. Ça fait des années qu'on devrait former plus de médecins, on ne l'a pas fait. Ça fait des années qu'on aurait dû maîtriser l'immigration, qu'on ne l'a pas fait. Ça fait des années si on l'a pas fait avant, que la pourquoi on le France fera demain ? s'endette. Mais parce qu'en fait, je pense grâce que à vous, Philippe Juvin. Ah non, mais ce qui est certain, c'est que moi, je fais des analyses et je vous dis, voilà ce que je ferai. Valérie Pécresse, elle est présidente de région, je l'ai vu faire. On lui soumet un problème, elle essaie de le résoudre et elle apporte des réponses. Moi, dans ma commune, quand il y a quelque chose qui ne va pas, demandez-le à mes administrés, j'essaye de résoudre. Je suis quelqu'un qui fait. Nous sommes une équipe de gens qui faisons. Voilà, nous sommes
les faiseurs, ça a un autre sens, mais nous faisons, oui. Donc renforcer cette formation, c'est très important à la fois pour les mathématiques et à la fois pour le français, car effectivement, il y a un déficit aussi et dès les toutes petites classes. Absolument. Pour vous aussi, vous pensez que c'est important d'avoir ces tests à l'entrée en 6e et même plus tôt, en CP? Valérie Pécresse a proposé que dans le primaire, il y ait 2 heures de français et 1 heure de plus de mathématiques toutes les semaines pour les élèves, parce que nous avons une nécessité de renforcer les savoirs fondamentaux. Voilà. Vous savez, si vous entrez en 6e sans maîtriser la lecture et les mathématiques, en fait, vous avez créé une inégalité qu'on ne rattrape pas ensuite. À la Garenne-Colombes, vous avez combien de collèges, lycées, primaires? Alors, il y a une centaine de classes maternelles plus élémentaires, réparties en 4 groupes mixtes, élémentaire, maternelle et un groupe élémentaire seul, plus 2 écoles privées, religieuses. Et puis, il y a 2 collèges. Et comment vous avez combattu ces fameuses inégalités? Parce que j'imagine que c'est un peu comme partout, il y a forcément qui par plusieurs coexistent. choses. D'abord, de l'aide aux devoirs. Tous les soirs après l'école, la commune finance l'aide aux devoirs. C'est donc gratuit pour la famille? Non, il y a une participation financière, mais la plus grande coût revient à la commune, premièrement. Deuxièmement, nous avons, lors du mercredi, les centres aérés, des cours d'histoire, des cours de langue, en proposant aussi aux enfants d'apprendre une langue étrangère. Et enfin, dernier point, c'est une expérience très spécifique à la Garenne, dont je suis très fier. Je pense qu'un des déterminants de l'échec scolaire dans nos communes, dans nos villes denses, c'est la taille des appartements. Je veux dire par là que quand vous êtes dans la même pièce qu'avec votre frère ou de la télé qui gueule, vous ne pouvez pas faire vos devoirs. Et donc, j'ai fait ouvrir des salles tous les jours de l'année, sauf le 15 août et le jour de Noël, vous voyez, donc tous les jours de l'année, jusqu'à 23h. La salle est libre, c'est même un bâtiment complet, où les enfants, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, voire étudiants, peuvent venir librement, tranquillement travailler en silence. C'est un succès incroyable. Mais alors, qui est là? C'est-à-dire que, qui surveille les devoirs qui sont faits? Alors, non, il y a pas ça, c'est un élément sans surveillance de devoirs. Il y a un surveillant en bas qui s'assure que la discipline se passe bien et que ça soit calme. Ouais. Et naturellement, les écoliers, les collégiens et les lycéens, surtout les collégiens et les lycéens, viennent et en fait trouvent une quiétude que parfois ils n'ont pas chez eux. Et ça a été plébiscité par les familles, parce qu'on voit bien que c'est compliqué de travailler à la maison quand on est, encore une fois, à 3 dans une pièce. Alors, quelles vont être les propositions alors, si Valérie Pécresse est élue, quelles vont être les propositions de Valérie Pécresse et donc de tout votre groupe, si je puis dire, pour l'école, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Il y a de nombreuses propositions, mais d'abord, le principe, c'est de renforcer les savoirs fondamentaux dans le primaire. On voit bien que c'est là que ça pêche, parce qu'encore une fois, quand vous entrez en 6e sans avoir les savoirs fondamentaux garantis, eh bien, vous ne rattrapez pas ou peu le retard. Savoirs fondamentaux, c'est lire et écrire, voilà, compter? Oui, français, mathématiques. Donc ça veut dire repenser entièrement la réforme du bac qui a été faite par Jean-Michel Blanquer. Ça, c'est pour le primaire. Un examen d'entrée en 6e pour faire le point, parce qu'aujourd'hui, on lâche les enfants. Et évidemment, la réforme du bac. On voit bien que la réforme du bac a causé quoi? A causé une disparition des mathématiques pour certaines classes d'enfants. En particulier, on parlait des filles. Les filles ont perdu, je crois, 10% des filles de moins par rapport à il y a 5 ans font des mathématiques en terminale. C'est un drame. Et je ne vous parle pas de Parcoursup, qui est extrêmement complexe. Inégalitaire. Mais là, pardon de vous couper, mais Jean-Michel Blanquer va annoncer justement le retour des mathématiques dans le tronc commun. Alors, est-ce que ça va être suffisant en nombre d'heures? Je ne sais pas, parce que vous savez, les annonces faites par un gouvernement en place à 15 jours d'une élection, vous ne savez pas réellement ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de l'annonce? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils font beaucoup d'annonces actuellement, objectivement, ce qui est normal, voilà, c'est une compétition électorale. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, j'observe simplement qu'il y a un échec de la réforme du bac, malheureusement, parce que l'idée était intelligente au début. L'idée c'est-à-dire de supprimer les filières? L'idée de laisser le libre choix aux enfants? Absolument, de donner du libre choix aux familles, aux enfants, pour pouvoir faire des mathématiques et de la relation internationale, par exemple, vous voyez, des filières de genre. C'était intelligent. Mais on voit bien que ce n'était pas bien préparé, manifestement. C'était d'autant moins préparé avec les professeurs. Et il y a eu, je pense, un échec lié à cela. Encore une fois, je crois que l'impréparation a été majeure dans l'affaire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Juvin. Merci de porter haut et fort les propositions de votre parti, les Républicains. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce que vous apportez aussi à la Garenne Colombe. Restez avec nous car on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Mickaël Dorian, toujours. Ça va, Mickaël ? Bien. Super. Merci. Et nous sommes ravis d'accueillir en plateau Anne Peters. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes éditrice et fabricante chez Récréalire, qui est la maison d'édition qui produit les alphas. Vous voyez tous ces petits... comment on dit ? Coffrets, jeux. C'est pas des jeux, mais c'est des jeux d'apprentissage, en fait. Ce sont vraiment des coffrets de la méthode de lecture, et on a aussi d'autres boîtes plus ludiques, mais là, on a l'essentiel vraiment de la méthode. Alors, l'essentiel, justement, pour comprendre ce que sont les alphas. Oui. Expliquez-moi ce que sont les alphas. Alors, les alphas, ce sont d'abord ces petits personnages. Ils viennent d'un conte qui a été écrit par Madame Claude Huguenin. Et dans ce conte, un petit garçon qui ne sait pas lire va rencontrer un bon génie qui va lui présenter des amis qui s'appellent les alphas, qui vivent sur une planète. Et ce petit garçon va se transformer en petit malin pour aller sauver les alphas qui sont menacés par une sorcière d'une autre planète. Voilà, donc c'est un conte qui s'appuie vraiment sur les archétypes bien connus des enfants. Il y a la sorcière, il y a la fée, etc. Et il va rencontrer tous ces petits personnages qui vont devenir ses amis. D'accord. Et alors, en fait, cette idée, elle est partie du fait d'un constat, en fait, de lacunes chez les élèves en lecture ? Oui, tout à fait. En fait, Madame Claude Huguenin, au départ, est spécialisée dans ce qu'on appelle la remédiation des troubles du langage écrit. Donc, en fait, elle venait en aide à des enfants qui avaient des difficultés pour apprendre à lire, qui étaient parfois complètement bloqués dans la lecture. Et elle a imaginé cette méthode qui a la particularité d'être une méthode phonémique, c'est-à-dire qui s'appuie sur les phonèmes de la langue, les plus petites unités de son de la langue. Et grâce à ces petits personnages qui représentent les phonèmes, elle permet de débloquer un peu les difficultés grâce au côté affectif des personnages, qui sont vraiment attachants, qui sont rigolos. Alors, si on prend un ou deux alphas que vous avez à côté de vous, vous pouvez m'expliquer les phonèmes qui y sont liés ? Par exemple, Monsieur O. Oui. Monsieur O fait des bulles et il adore faire des bulles et il les regarde en faisant oh, oh. Et chacun des alphas va avoir un son qui lui est associé en fonction de son histoire. Par exemple, le chat ne miaule pas, il chuchote. Voilà, donc là on voit bien qu'il ne s'agit pas pour nous les adultes on a tendance à penser aux lettres, mais pour les enfants ce sont vraiment des sons. C'est pour ça qu'on a par exemple le chat. On a le robinet, il râle, il ronchonne parce qu'il a le nez bouché. Voilà, chaque personnage a son histoire et chaque personnage, du coup, va permettre de retenir à quoi il correspond. Mademoiselle U, elle est sur son cheval, il fait U, etc. D'accord, donc ça peut être aussi bien un son classique que l'on connaît lié à une lettre dans l'apprentissage classique de la lecture. Donc l'alphabet et le U correspondent à un U. Voilà. Comme effectivement, chat, c'est le CH, donc en fait le CH. Nous avons 27 alphas qui correspondent pour les adultes aux 26 lettres de l'alphabet, plus le son ch, dont on a besoin très rapidement quand on apprend à lire, en fait. Ah oui, donc, je m'en rendais pas compte. C'est pour ça que c'est un personnage particulier dont on a besoin, parce qu'on ne peut pas attendre de comprendre qu'il faut associer deux alphas. En fait, les alphas chantent et le chat a son propre chant. C'est pour résoudre des difficultés de lecture liées uniquement aux sonorités ou c'est pour également d'autres choses ? C'est pour tous les enfants qui ont des difficultés pour apprendre à lire, en fait. Chaque enfant va apprendre de manière différente. Pas que les sonorités, ça peut être aussi la fluidité, par exemple. Ça peut être tous les problèmes de lecture. En fait, on a plusieurs étapes dans la méthode. Les enfants vont reconnaître les sons, les enfants vont associer des sons. Et selon ce qu'ils ont déjà compris ou non, ils vont pouvoir raccrocher les wagons et ils vont très rapidement entrer dans la lecture sans même s'en apercevoir, en fait, parce qu'eux, ils jouent avec des personnages et petit à petit, la lecture se met en place. Mais alors, si je comprends bien, ça, c'est une méthode de lecture donc, qui est à part ou qui est liée à l'école ? C'est-à-dire que l'éducation nationale fait appel à vous pour pouvoir justement changer les méthodes de lecture classiques. Comment vous faites ? Alors, l'éducation nationale laisse liberté aux enseignants, bien sûr. Beaucoup d'enseignants utilisent cette méthode de lecture. Là, elle a été testée à ses débuts dans différentes classes, à la fois en France, en Belgique, en Suisse, dans différents pays. Elle a été vraiment adoptée par beaucoup d'enseignants qui s'en
servent aujourd'hui. On a d'ailleurs à la fois, par exemple, ce petit livre qui est le livre du conte. Merci. Il existe aussi en grand format avec une relure spirale pour l'école, pour avoir un grand format qu'on peut montrer aux élèves. Donc on a vraiment une version pour l'école. Moi, je sais que les enseignants utilisent également le petit format et beaucoup d'enseignants l'utilisent en grande section et au CP. Alors là, c'est vive les frites, youpi. C'est quoi? Madame I a une patate sur la tête et elle adore manger des frites. Et elle fait I. Ah, c'est moi, Madame I. C'est ça. C'est tout moi. Elle a son cousin, Monsieur Y, qui est un peu peureux. Il fait du cirque. Là, on voit qu'il roule sur une corde et comme il a un peu peur, il fait I. Mais alors, est-ce que vous remettez en question les méthodes d'apprentissage classiques de la lecture, finalement? Alors, il n'y a pas de remise en question puisque tous les enfants ont des façons différentes d'apprendre. Nous, ce qu'on propose avec cette méthode, c'est qu'elle marche vraiment rapidement pour tous les enfants. C'est-à-dire que n'importe quel enfant peut s'y retrouver. Comme toujours, quelque chose qui a été créé au début pour les enfants en difficulté, et ben finalement, ça sert à tout le monde. Combien de temps qu'elle existe, cette méthode? Ça fait 20 ans maintenant. Donc vous avez des chiffres, effectivement, qui prouvent qu'il y a eu un véritable impact sur les enfants. Oui, Madame Huguenin a formé des milliers, mais je pense même des dizaines de milliers d'enfants depuis 20 ans sur cette méthode. Elle travaille encore aujourd'hui alors elle est un petit peu moins qu'il y a 20 ans, mais elle apporte encore son aide à des enfants encore aujourd'hui, bien sûr. Donc il y a le toucher, l'ouïe, je l'ai compris, oui. La vue aussi, évidemment. Voilà. On fait appel à tous les sens, c'est vraiment quelque chose de complet. Les enfants vont avoir beaucoup de plaisir à manipuler les petites figurines. Qui sont en silicone, c'est ça? C'est quoi c'est ça? Ça. C'est écolo, ça? Et voilà. Vous avez Madame I, là, avec les frites. Ah ben voilà, c'est I. Ça me correspond. Comme quoi? Oui, alors c'est du plastique, bien sûr. C'est de la 2D. C'est pour nous, le matériel est vraiment, il est testé. Il est aux normes CE. Il n'y a rien de mauvais dedans pour les enfants. Oui, j'imagine que c'est pas ingérable. On a aussi bientôt, on aura les personnages du conte que sont Petit Malin, la fée, la sorcière, etc. Pour lesquels cette fois-ci on a abandonné le plastique et on passe sur des figurines en bois. Ah oui? Oui. Ah oui. Je vous l'annonce en avant-première. Non, mais c'était une véritable envie aussi de pouvoir avoir un apport sur le plan écologique. On cherche. Alors nous, on a plusieurs valeurs qu'on défend. Il y a effectivement l'écologie, c'est-à-dire que des choses qui au départ avaient été conçues dans des boîtes en plastique, aujourd'hui c'est tout des boîtes en carton. Voilà. C'est au maximum produit en France. Tout n'est pas possible en France. Donc, quand on ne peut pas en France, c'est en Europe. Et si vraiment c'est pas possible en Europe, on peut aller en Chine. Mais vraiment, on essaye vraiment d'être le plus local possible et de travailler en France. Alors justement, on le disait, c'est compliqué pour les élèves d'apprendre à lire et à écrire correctement. On en a parlé très souvent ici dans le Grand JT d'éducation. On en a parlé juste avant votre arrivée aussi avec Philippe Juvin. Comment on fait pour pouvoir redonner envie? Alors je comprends bien que vous avez cette méthode-là aussi, et que vous avez fait exprès justement de pouvoir la mettre en place pour les élèves. Comment on fait pour redonner envie? Et surtout, déjà, pourquoi il y a eu ces résultats très inquiétants? Comment on les explique? Les résultats d'un problème de lecture et d'écriture chez nos enfants? Alors, c'est très difficile pour un enfant en fait, d'accéder au sens abstrait, de comprendre qu'une lettre, un tracé correspond à un son, alors qu'il n'y a pas forcément de relation logique entre les deux. Et certains enfants y arrivent, ou reçoivent des aides en plus, ou ont l'appétence pour ça. Et pour d'autres, s'il y a un blocage au début, il y a un côté très affectif en fait, qui les empêche de progresser. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va jouer sur le côté affectif, grâce à ces petits personnages rigolos avec lesquels ils peuvent jouer, qui deviennent des amis. Et ça peut permettre de débloquer et aussi de leur donner du sens. Par exemple, si le monstre est un peu triste, eh ben, Monsieur A va venir à côté de lui, ainsi que Madame I. Madame I, elle est extrêmement positive, vous êtes d'accord? Et ils vont chanter. C'est Virginie. Ils vont chanter tous ensemble. Et ils vont chanter Ah, I.
Mais pourquoi on y arrivait mieux avant ? C'est ça qu'on essaie aussi Pourquoi de on comprendre. arrivait mieux Pourquoi est-ce que finalement on arrivait... ces difficultés de lecture qu'on constate aujourd'hui, pourquoi est-ce que avant on constatait moins ce type de problème ? Alors, je pense qu'il y a toujours eu des difficultés de lecture pour les enfants, mais c'est sûr Mais que... on se préoccupe davantage maintenant, c'est ça ? Voilà, et puis il y a aussi davantage d'enfants qui vont à l'école aujourd'hui et plus longtemps qu'il y a 50 ans, par exemple. Donc c'est sûr que ça se remarque davantage aujourd'hui, bien sûr. Alors cette maison d'édition, justement, Récré à lire, Oui, génial, qui lutte donc contre l'échec scolaire, de manière générale. oui, on peut dire ça. On peut dire ça, en tout cas la lecture. Donc là, on a effectivement le coffret des alphas transformés. Alors, ça Donc- commence avec mon premier dites-moi. coffret des alphas, D'accord. qui est le coffret qui va permettre d'obtenir le déclic lecture. Ça, c'est la première chose à acheter. C'est On peut l'acheter donc aussi, nous, particuliers. Absolument. C'est pas fait pour les écoles. On peut le trouver, on peut le trouver en librairie, en grande surface, dans les grandes surfaces culturelles. On peut le trouver également sur notre site. On fait de la vente directe sur, alors c'est www.éditionrecréalire.com. 49,90 €, c'est Voilà, ça ? c'est Ok. 49,90 € parce que c'est le coffret complet dans lequel il y a tous les outils réunis. Donc, le livre, On peut avoir les outils séparément, Oui, mais oui. là, ils sont tous ensemble. Il y a donc le livre, effectivement, les figurines, les figurines dans leurs petits sachets, le cahier le d'activité. cahier d'activité avec des gommettes. Ça, c'est pour tous les positionner. âges, le cahier d'activité ? C'est à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, Ouais. c'est ça. Tout à fait. D'accord. Et le poster. Et plus le CD audio Alors, le et un QR code. Le CD qui se trouve dans le livre et il y a également un QR code qui envoie à la version audio et un parce QR que, code qui envoie au dessin animé. Certains n'ont plus de CD maintenant. Voilà, on a pensé à ça. Et Donc, il faut effectivement- savoir que ce livre a la particularité que c'est un livre uniquement d'images. Il n'y a pas de lecture à faire dans le livre parce que comme ça bloque personne. Il y a un petit livret pour les parents avec le texte et il y a la version audio. Donc l'enfant peut être complètement autonome. On lance la version audio et puis il peut suivre l'histoire sur son livre. Mais donc ça veut dire quoi ? Attendez, concrètement, juste une dernière question. Montrez-moi, faites-moi un exemple. Si moi j'avais 4 ans que j'essayais d'apprendre à lire, qu'est-ce que je ferais ? Eh ben, on va Je suis avec vous, qui êtes donc. On admet que vous soyez soit ma grande sœur, par exemple, et vous m'apprenez à On va ouvrir lire. le livre, on va lancer Ouais. l'histoire Mhm. et l'enfant va pouvoir suivre l'histoire, découvrir Monsieur A, Monsieur O, Madame I. Et donc je cherche en fait chaque petit personnage Et qui ensuite, correspond. il peut jouer avec les figurines et s'amuser à recréer des histoires. Donc, ça, c'est aussi autour de l'imagination, etc. Formidable. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Anne Peters d'avoir été avec nous. Bah, je vous en prie. Si vous souhaitez en savoir plus, on a pour les adultes qui veulent accompagner les enfants, on lance cette année une formation en e-learning qui sera accessible sur notre site et qui en fait est la suite des nombreux webinaires qui ont été organisés pendant le confinement pour continuer d'accompagner les parents et les enseignants. Et le site c'est, dites-moi. www.éditionrecréalire.com. Formidable, vous avez toutes les infos, voilà, si vous vous intéressez aux alphas et à Anne Peters qui était avec nous. Merci mille fois. C'est l'heure de souvenirs d'écoliers, c'est l'heure de souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard qui reçoit le chef Norbert Tarrer. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? Alors l'école que j'ai d'aujourd'hui, pour avoir 4 enfants, donc j'en ai 3 qui sont scolarisés, collège et école primaire, et le 4e est à la crèche. Moi je trouve que c'est dommage parce que ça montre bien, ça stigmatise bien en fait l'actualité qu'on vit aujourd'hui, la politique, le monde, la France d'aujourd'hui. On est resté dans une école et un cursus scolaire qui est vraiment dépassé pour moi. Je pense qu'on n'est plus dans l'actualité. C'est-à-dire ? On n'est plus on n'est pas avant-gardiste. On devrait s'adapter. En fait, j'ai l'impression que l'école a été faite là actuellement, comme on la voit là, pour les parents, pour faire travailler les parents, un peu comme une garderie. Les gosses font 8 heures par jour. 8 heures d'école par jour de cours. On demande aux enfants de rester 4 heures assis sur une chaise le matin et 4 heures l'après-midi. Vous trouvez que c'est trop ? Mais vous vous rendez compte, après, il y a 2 heures de devoirs à la maison, à peu près. Et après, il y a 2 heures d'activité, du sport ou des choses. Les gosses font quasiment entre 12 heures et 14 heures. Pour des petits bonhommes, des petites nénettes comme ça, qui ont 8 ans et des 6 ans. Vous rentrez au cours préparatoire, CP. Et moi, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'il y a d'autres systèmes dans d'autres pays qui sont beaucoup plus intéressants. Mais par contre, qui vont demander et qui vont nécessiter aux parents de sacrifier un peu ou d'arrêter de travailler. Parce que dans d'autres pays, on peut aménager. Et on peut aménager l'emploi du temps. Là, je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais bien que mes filles, elles fassent, je sais pas moi, 8 heures, 14 heures. On arrête, elles font leur occupation. Vous avez que des filles ? J'ai 3 filles et un garçon.
D'accord. Et donc, moi, j'aimerais bien voir mes filles. Là, j'ai la grande qui est sous pression parce qu'en plus, là, avec le Covid, elles font des brevets. C'est un examen à l'année, je ne sais pas comment ils appellent ça. Là. En continu? En continu. Elle est sous pression. Elle est sous pression. Et en plus, c'est une très bonne élève, 15 de moyenne. C'est important pour vous, ça? Bah, on souhaite déjà que les enfants ne fassent pas comme les parents. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas allé à l'école et je l'ai payé très cher quand j'ai ouvert mon premier restaurant. Et mon deuxième d'ailleurs, avant de faire Top Chef, j'ai aucune instruction. Il ne faut pas confondre l'éducation, la culture et l'instruction. Et je pense que l'instruction, c'est détenu par l'école. L'éducation, c'est les parents. Et la culture, c'est les deux. C'est l'instruction et l'éducation avec les parents. C'est un éveil, c'est une prise de conscience. Et donc moi, je n'étais pas du tout dans l'instruction. Et en fait, quand je suis arrivé dans le métier de chef d'entreprise, j'étais à la masse. J'étais à la masse, je ne savais pas compter, je ne savais pas faire une division. Il manquait les bases, quoi. Il manque les bases, et même les plus grosses bases, et même surtout la réflexion. Lire un document, pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, on a du mal à se concentrer. En fait, ça nous saoule, ça nous prend la tête de lire des paraphes, et en plus, des fois, dans certains paraphes, tu ne comprends pas juridiquement ce que ça veut dire. Ça m'a coûté. Ça m'a coûté, et ça m'a coûté aussi de la rigueur intellectuelle, de la rigueur économique. C'est pas que j'ai mangé la grenouille, c'est pas que j'ai confondu les choses, c'est que à un moment il faut faire des calculs, il faut faire des ratios et j'étais pas bon. Donc du coup, vous êtes un papa qui fait attention. Du coup, je dis à mes enfants de bien travailler. Je leur demande pas d'être les premières. Je leur dis juste, en fait, l'école, ça permet aux enfants de s'autogérer. Parce que lorsqu'on devient adulte, on s'autogère. Il n'y a plus personne, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman pour nous dire fais ceci, fais cela. Et je pense que c'est une formation à leur faire comprendre comment gérer leur emploi du temps, gérer leur vie, gérer leurs loisirs, gérer aussi leurs relations, parce que ça fricote un petit peu. Ah ouais, c'est 15 ans, tu verrais ma fille, elle a 15 ans, Gaïane, elle fait pas 15 ans, quoi, je suis désolé, elle est super belle. Les deux, en plus, et Lali, c'est pareil, elle a dit les yeux bleus. Comment? Vous appréhendez? Non, je n'appréhende pas du tout. Alors j'ai une chose que je dis très peu, c'est que je suis un papa qui a de la pudeur. J'ai de la pudeur, mais j'ai pas de tabou. Et c'est pas parce que c'est mes filles, c'est pas parce que ce sont mes filles ou ça sera mon fils, je m'interdis rien de parler avec elles. Sexualité, préservatif, pilule du lendemain, pilule moins dosée, pilule légèrement dosée, tout. Protège-slip, serviette, tampon, ce que vous voulez, applicateur, sans applicateur. Je m'accorde rien et je mets de l'humour. C'est-à-dire que je ne mets pas mal à l'aise la personne. Ça met un peu mal à l'aise mes filles, mais en fait, au bout de 2 minutes, tu te détends parce que tu te dis, attends, le père, il est cool. C'est pas le discours lourdingue d'un père. Oui, alors les filles, ça y est, vous avez un peu de hop, et puis, ouh là là, c'est en fleurs, les papillons qui font. Non, je leur dis, bon, les filles, vous êtes super belles, je pense qu'il y a des garçons qui doivent vous tarauder un peu, ça doit chiner. S'il arrive quoi que ce soit, même s'il n'y a pas de pilule, capote. Genre, je suis Aimé Jacquet, tu vois, je suis un peu le Didier Deschamps du sexe, tu vois. Je fais, alors les gars, les filles là, je dis, mais papa, mais arrête. Même ma compagne, Abby, qui me dit, ah, mais t'arrêtes maintenant, c'est bon. Je me rappelle un jour, on était à Dubaï, puis je vois mes filles qui étaient en maillot de bain et tout. Je dis, bon, les filles, on était au petit déjeuner à Dubaï. Je prends une banane, et là, je sors une capote. Je fais les filles, cours de capote. Et là c'était le bon moment pour faire ça. Ouais, enfin, mes filles, elles sont levées de table, elles sont parties. Donc, j'étais tout seul avec ma banane et mon préservatif. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord, bon, je remballe. Et voilà. Après, c'est jamais évident, mais. En fait, c'est une famille avec de la communication. Ah, mais j'adore parler. Moi, dès que je vois ma fille qui est pas bien, une de mes filles qui n'est pas bien, je vais aller chercher tout de suite l'info. Il faut que j'aille chercher. Donc, il y en a une, c'est plus facile. La deuxième, elle est un peu plus dure. C'est une armure qu'elle a. Elle se livre pas. La troisième, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle veut pas. Voilà. Et le dernier, lui, me fait la misère, quoi. Ça se voit pas du tout, vous adorez parler. Ouais, c'est un petit bout de chou, et puis voilà, c'est un garçon. Donc non, je veux qu'elles travaillent, pas pour être les premières, pour qu'elles aient au moins cette éducation, cette formation à s'auto-gérer. Derrière ce qu'elles feront, moi je serais fier d'elles de toute façon. Je prends pas la simplicité, je veux pas leur dire oui, soit cuisinière, soit avocate, soit médecin, quelle que soit la profession. Vous serez derrière elles. Ouais. Et je leur dis surtout, apprenez les langues, l'anglais, l'espagnol, et surtout l'outil informatique et le téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont me contester, mais je veux qu'elles gèrent les réseaux sociaux, je veux qu'elles gèrent tout ça, parce que moi-même, à 42 ans, j'ai beaucoup de mal à faire une photo, et je suis désolé, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de la communication, c'est du gain de temps. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Norbert, pour la suite de ses souvenirs d'écolier. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Donc, ce qui a changé depuis que le musée en herbe existe, et même pour le coup depuis que vous y avez travaillé, c'est l'invention de ce genre de choses et le fait que les enfants aujourd'hui ont une vie sur écran qui est sans commune mesure avec ce qu'elle était auparavant. Ça a changé, votre approche de la muséographie ? On essaye un peu.
mais pas trop. Peut-être parce que je suis déjà un peu trop vieille, mais c'est vrai que pour moi, c'est un moment... Vous exagérez un tout petit peu, bon, c'est pas grave. Non, mais si on met que du numérique, où est l'intérêt d'aller voir des tableaux? Bon, aujourd'hui, il y a tous ces tableaux virtuels, ça devient aussi la grande mode et la grande tendance avec les NFC. Les NFT qui sont voilà. qui permettent d'acheter des lignes de code comme pour avoir la propriété d'une œuvre d'art. Voilà, exactement. Donc on a beaucoup de nos amis artistes qui se lancent là-dedans aussi. Pour moi, c'est complémentaire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et en termes d'attention, vous n'avez pas noté une difficulté, quelque chose que parfois les enseignants peuvent dire, de concentration des enfants, entre les enfants que vous voyiez arriver il y a 15-20 ans au musée, ceux que vous voyez maintenant? Non, mais c'est juste parce que le musée n'est pas bien grand. Donc, nous, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Voilà, c'est ça. Nous, on les a que pour 1 heure, tout est neuf, tout est immersif. Donc, entre le petit jeu de piste, les petits jeux, etc., ça passe tellement vite que finalement, nous, on ne le ressent pas. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu ça. Aurélie, si vous aviez un slogan pour convaincre encore une fois ces écolières, ces collégiennes, ces lycéennes de rallier le mouvement de l'IA. Moi, c'est indépendance intellectuelle et financière. Voilà, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être stimulées intellectuellement toute leur vie, elles vont pouvoir impacter le monde à leur image, comme elles le voient, et donner leur petite contribution, leur brique en fait. Parce que moi, je crois beaucoup à la méthode des petits pas. Si on fait tous un petit pas, on va faire des grands bonds. Et puis, elles vont bien gagner leur vie, et il faut parler argent, parce que, encore une fois, c'est un tabou chez les filles, et c'est pas normal. Voilà. Alors, la question surtout, c'est comment faire pour que ça n'arrive plus. Nous, dans notre lycée, par exemple, l'option maths complémentaire, donc c'est quand on garde la spécialité maths en terminale et qu'on décide de faire encore plus de maths, de faire une option de 3 heures en plus. Donc ces élèves-là qui généralement se destinent ensuite à aller en classe préparatoire. Quand on regarde, nous, nos élèves, donc je suis dans un grand lycée, au lycée Bascan à Rambouillet, on a en maths experte 4 filles pour 27 garçons. Donc voilà, c'est catastrophique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Moi, j'ai mis en place, je pense que ça peut se faire dans plein d'autres établissements, un projet auprès des premières, auquel Camille a participé il y a 2 ans, et là, maintenant, que j'adresse aux secondes, pour essayer de déconstruire ces stéréotypes, de faire travailler les élèves dessus, et puis faire en sorte de dire, oui, les filles peuvent faire des maths, et les garçons peuvent aller en filière scientifique. Et je rejoins effectivement ma collègue pour dire que les parents peuvent aussi être parfois un frein. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des parents qui étaient un peu gênés que leur enfant veuille faire des études en anglais ou en littérature ou en théâtre, et inversement. Mais c'est-à-dire, c'était quoi leur argument aux parents? Je ne comprends pas bien. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'argument. C'est vraiment les stéréotypes qui sont ancrés en nous. Voilà, j'ai un jeune élève que j'ai eu il y a 3 ans en première S, qui a fini sa terminale S et qui est revenu me voir ensuite en me disant « Mais merci pour votre projet, parce que j'ai osé aller faire du théâtre. Et inversement, des jeunes filles qui m'ont dit « Mais merci pour ce projet, parce que j'ai décidé d'aller faire de l'informatique. » Il faut accompagner ces jeunes, absolument. On ne va pas lui faire une pub effrénée à ce logiciel, donc on ne va pas redonner son nom, mais il permet aux utilisateurs de créer ou d'écrire des dissertations. Oui, il suffit simplement d'entrer le sujet que vous souhaitez, le logiciel se charge du reste. Alors il y a d'autres logiciels similaires dont on ne va pas faire la promotion, et certains proposent aussi de paraphraser des textes existants, d'autres proposent aussi d'acheter des dissertations toutes faites. Logiciel qui pose évidemment toute la question du plagiat. Oui. C'est interdit. Forbidden, pas le droit, on ne fait pas. Et le plagiat est devenu un véritable fléau dans les universités françaises. Alors le plagiat consiste à copier un texte qui n'est pas le sien sans citer l'auteur, c'est tout simplement du vol. Avec la multiplication des contenus que l'on trouve sur Internet, eh bien c'est devenu presque une habitude pour certains étudiants. Les conséquences peuvent être très graves, cela peut aller d'un simple blâme jusqu'à l'exclusion définitive de tout établissement public. Faire tomber les biais de genre en matière de carrière dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, les petits, c'est aussi accueillir plus de mixité? Oui, absolument. On parle beaucoup de femmes. Moi, j'aimerais beaucoup parler de diversité, parce que c'est important pour moi de se dire que ces femmes-là, on va aussi aller les chercher dans des milieux qui vont être très, très divers, en situation de handicap, mais aussi dans des territoires reculés. Et je pense qu'à la fois, oui, il y a une problématique, 12% de femmes
dans l'IA, mais il y a aussi une problématique d'accessibilité de ces outils-là dans les territoires reculés. Et si on continue à créer ce gap qui existe, parce que si je ne me trompe pas, c'est 49% de la population, donc de la planète entière, qui n'a pas accès à Internet. Donc si vous voulez avoir des filles ou des profils divers dans la tech, il faudrait peut-être commencer par leur donner les outils afin qu'elles puissent apprendre ce qui est nécessaire dans la tech pour s'orienter vers ces métiers-là. Salim Brigui, dans l'ancien lycée, si je puis dire, une fille qui avait fait ES ou L avec l'option mathématiques pouvait malgré tout pouvoir suivre des études de mathématiques dans le supérieur. Maintenant, c'est impossible, c'est un problème? Oui, parce que malheureusement, si on parle de projet professionnel, on doit tout de suite partir sur une filière ultra scientifique dès le lycée, on a l'impression. C'est vrai qu'à l'époque de L, ES, S, ceux qui adoraient les maths partaient en S, et ceux qui avaient encore besoin d'un peu de réflexion pouvaient sécuriser en prenant la filière ES. Là, on a l'impression qu'on a l'avenir qui se joue entre les mains d'enfants de 15 ans, et comme on le disait avec la pression des parents, on a l'impression que c'est plus noir ou blanc. C'est tu prends les maths ou tu prends pas les maths. Et c'est ça qui est dommage. C'est la fin de cette édition. Merci Mickaël Dorian. Virginie. Merci beaucoup Anne Peters d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle donc les alphas avec vos boîtes récré à lire. Et puis mon premier coffret des alphas. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de School TV et de You Know Why. À demain pour une prochaine édition.